Dans cet épisode, on aborde une situation à laquelle plusieurs parents ont déjà fait face ou vont peut-être un jour faire face, qui est la suivante. J'ai inscrit mon enfant à un cours, une activité sportive, et aujourd'hui, il ne veut pas y aller. Ou pire, il me dit qu'il n'aime pas ça et qu'il veut abandonner complètement l'activité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ça? Alors, pour éclaircir ce dilemme, j'ai demandé à Sarah Hamel. Salut Sarah! Salut! Psychoéducatrice d'approche développementale et relationnelle. Tu vas nous expliquer après ce que c'est. Absolument. De venir nous partager sa perspective. Sarah, elle se spécialise dans la vulgarisation des concepts entourant le développement de l'enfant, la maturation affective et la protection de la santé émotionnelle des enfants. Voilà. Mais, elle est aussi l'autrice des livres Le Tipou d'Amérique et Tipou d'Amérique de 7-12 ans. Exact. Ensemble, on va discuter de la meilleure approche à adopter entre faut-il encourager notre enfant à persévérer malgré son envie d'arrêter ou est-il préférable de respecter son choix et de le désinscrire? Ou j'ai le feeling qu'on va peut-être arriver à un compromis. Ouais, bon feeling. Oui, entre les deux. Alors moi, j'ai hâte de savoir comment réagir pour soutenir optimalement les typos d'Amérique dans leur développement, tout en respectant leurs sentiments et leurs limites. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi une psychoéducatrice développementale et relationnelle. Ouais. Ben bon point. Puis justement, je pense que c'est nécessaire qu'on l'adresse parce que ça va un petit peu mettre la table sur les recommandations que les gens vont écouter pendant l'épisode parce que, bon, je vais faire une petite capsule historique. Ça fait des années que l'éducation, le développement de l'enfant est dominé par une approche qui est comportementale, par le behaviorisme. Ouais. Puis, dans les dernières années, il y a eu comme un gros boom d'avancées en neurosciences. Puis, en fait, les neurosciences puis la science de l'attachement nous amènent complètement ailleurs. Puis, tu sais, je le dis parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous écoutent. Oui. Puis, je sais que ça se peut, justement, qu'ils partent avec une idée préconçue de, justement, ça serait quoi l'approche à privilégier par rapport au sujet d'aujourd'hui. Puis, ça se peut qu'il y en ait même qui soient un petit peu confrontés dans leur système de croyances. Oh, oui. Fait que je veux faire un petit peu de prévision météorologique émotionnelle. Oui. Ça se peut que vous soyez confrontés parce que c'est du nouveau stock, ce que l'approche développementale nous apporte. Oui. En fait, là, dans le fond, la différence avec l'approche comportementale, tu sais, dans l'approche comportementale, puis je pars vraiment là, du principe que moi, j'ai été formée à l'approche comportementale. Oui. En début de carrière, j'étais la queen de l'approche comportementale, OK? Puis j'ai été formée vraiment très en profondeur par rapport aux neurosciences puis à la science de l'attachement et ça m'a garoché à terre. Ça a complètement chamboulé tout mon système de croyances. Mes connaissances ont été chamboulées aussi. J'ai vécu beaucoup de culpabilité. J'aurais voulu construire une machine à remonter le temps pour aller changer mes premiers plans d'intervention. Ouais. Mais j'invite les gens à nous écouter avec ouverture puis à accueillir le sentiment de culpabilité que parfois ça peut amener quand on est confronté dans notre système de croyances et à utiliser ça comme force mobilisatrice pour nous adapter, pour changer puis pour... c'est ça, aller de l'avant plutôt que de rester dans nos croyances puis de rester dans le statu quo. C'est pas ça qui nous fait évoluer comme espèce. Bon, alors, ça pour dire que dans l'approche comportementale, puis là, je ne veux pas dire que l'approche comportementale, c'est que de la chenoute. Il y a plein de positifs, puis bref. Oui.
si vous voulez, justement, là, avoir plus de détails sur la différence entre l'approche comportementale et l'approche développementale, j'avais fait un épisode juste là-dessus au podcast « La nature de l'enfance ». OK? Fait que ça, c'est super intéressant s'il y en a qui veulent vraiment savoir plus là-dessus. Mais bref, là, ce qu'on a besoin de savoir en très résumé pour tout de suite, c'est que dans l'approche comportementale, on va avoir une approche, qui va soulever un comportement qui est inadéquat. Puis on va vouloir modifier le comportement inadéquat pour enseigner un comportement qui est plus adapté. Oui. OK? Tandis que dans l'approche développementale, on considère les comportements comme étant des symptômes de quelque chose de plus de plus profond ou comme étant un symptôme de l'immaturité. Donc, souvent, il y a beaucoup de comportements qui nous paraissent inadéquats de l'extérieur. Tu sais, je pense juste à un enfant qui tape ou qui mord. Ben, un enfant de 0,5 ans qui tape, qui mord, on s'entend. C'est pas adéquat comme comportement, mais d'une perspective développementale, c'est tout à fait normal. C'est pas pathologique. Donc, on veut pas casser ce comportement-là. On veut voir qu'est-ce qui cache le comportement. Puis c'est sur la source, à l'origine du comportement qu'on va intervenir, plutôt que sur le comportement comme tel. Je pense que c'est important qu'on en parle de ça, là, parce que c'est ça qui va justifier l'approche dont je vais parler pendant tout l'épisode. Le comportement qui nous intéresse, nous autres, aujourd'hui, c'est ça. C'est l'enfant qui a une résistance à poursuivre une activité parascolaire, une activité de loisir. Là. Bon. Fait que ça, c'est le comportement qui nous intéresse. Dans l'approche comportementale, on dirait, OK, on va travailler sur la résistance. On va s'arranger pour faire partir cette résistance-là puis donner envie à l'enfant de poursuivre, de continuer. C'est ce qui peut être intuitif de faire. Oui. Sauf que si je fais ça, j'interviens sur le symptôme. C'est l'équivalent de donner une pastille pour la toux à quelqu'un qui tousse. Est-ce que ça va guérir sa bronchite ou sa pneumonie? Ben non! Ça va atténuer le symptôme sur le coup. Fait que peut-être que là, je vais réussir à faire en sorte que je vais convaincre l'enfant d'y aller là tout de suite, mais ça va pas régler le problème sur du long terme. Et ça pourrait créer de nouveaux problèmes sur le long terme aussi? Bien, effectivement, notre façon de réagir? Oui, absolument. C'est pas parce qu'une intervention fonctionne sur le coup que c'est la bonne intervention à faire. OK, on retient ça. OK, ça, c'est vraiment important. Puis c'est beaucoup ça. Tu sais, dans l'approche comportementale, souvent, justement, étant donné qu'on regarde ce qui est visible à l'œil nu, qu'on s'intéresse au comportement, ben on va avoir l'impression justement que notre intervention est bonne parce que le comportement a été atténué sur le coup. Sauf que dans l'approche développementale, on regarde les choses sur une perspective beaucoup plus long terme. C'est développemental. Donc, on soutient le processus de maturation affective. On voit les choses plus comme... Bien, dans son ensemble, plutôt que de morceler la problématique. Donc, voilà. Bien, merci pour l'avertissement, d'une part, et l'éclaircissement sur la distinction entre l'approche développementale et comportementale. Puis, tu sais, juste pour faire une petite analogie, parce que là, j'imagine qu'il y a beaucoup d'ergots qui s'intéressent à ton contenu. Oui. Fait que je vais faire une analogie physiologique, OK? Allons-y. Moi, j'ai des problèmes de genoux. OK. Parce que je m'assoyais en W quand j'étais petite. OK? Bon. Futur épisode. Ouais. Fait que l'autre fois, justement, j'étais en rencontre avec ma physio. OK. Puis la physio, elle me disait... Bien, on parlait de la culpabilité, on parlait du fait que, justement, la science, elle évolue, puis tout ça. Puis elle me racontait qu'il y a 10 ans, elle recommandait des exercices de genoux qui, aujourd'hui, on sait qu'ils sont délétères. Fait que, puis là, je dis, mais c'est exactement la même chose. Puis elle me disait comment elle se sentait coupable de savoir ça maintenant. Puis c'est exactement la même chose avec l'éducation. Il y a plein d'affaires qu'on recommandait largement. Qui, aujourd'hui, on sait que ça les aide pas pantoute, même que ça peut nuire à la situation. Bon. Puis, pour continuer avec mon problème de genou, en fait, c'est que, dans le fond, elle m'a évaluée, puis tout ça, puis elle m'a fait le plan de traitement. Puis là, j'ai des problèmes de genoux, OK? C'est ça qu'on retient. J'ai des problèmes de genoux. Mais dans mon plan de traitement, il fallait que je fasse la planche. Puis j'avais des exercices aussi pour solidifier mon haut du corps, là, tu sais, la ceinture scapulaire. C'est ça? Oui. C'est bon? Oui. Puis, mais c'est quoi le rapport? Parce que moi, j'ai des problèmes de genoux. Fait que moi, je m'attendais à faire des exercices de genoux. Donc, tu sais, le comportement, c'est le symptôme que je vois, c'est le problème de genoux. Fait que je m'attends à ce que c'est ça qu'elle traite, tu sais? Oui. Un peu comme, justement, on a un comportement problématique chez un enfant, bien, on s'attend à ce que les interventions visent le comportement. Ça, c'est l'approche comportementale. Mais si je regarde ça d'une manière plus globale, justement, bien,
dans mon cas, pour faire mes exercices de genoux, ben, j'avais plein de muscles à venir stabiliser, dont ma posture. Puis, donc, vu que j'avais un contrôle postural qui était déficitaire, il fallait que je fasse la planche. Mais là, on se rendait compte, quand je faisais la planche, je shakeais comme une feuille parce que mes bras, ils soutenaient pas. Donc, pour pouvoir aider mes genoux, il fallait d'abord que je solidifie le haut de mon corps. Fait que tu comprends? C'est de voir le symptôme, ben, il n'est pas tout seul à flotter dans l'univers. Mes genoux sont pas tout seuls à flotter dans l'univers. Le symptôme vient communiquer le besoin derrière sa présence. Ben c'est ça. Okay. C'est ça. Il y a plein d'affaires qui découlent de ça, mais qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu. Moi, je ne le voyais pas à l'œil nu que j'avais pas assez de force dans les épaules ou dans les avant-bras, whatever. Je le voyais pas à l'œil nu. Puis j'avais besoin d'une professionnelle qui m'a aidée à voir plus clair là-dedans. Je voulais juste souligner ta capacité d'adaptation à utiliser un exemple moteur pour le podcast Bouger pour grandir, pour parler de tout ça. Merci. Très apprécié. Fait que c'est pour ça, des fois, ça se peut que, je vais un peu spoiler, là, mais des fois, la réponse à un enfant qui veut pas aller à son cours, c'est une réponse relationnelle qu'on va... Ça va être OK, de là, l'approche développementale et relationnelle. Et relationnelle, ben oui, parce qu'en fait, le sain développement peut se faire uniquement à l'intérieur d'une relation sécurisante. Un enfant, parce que dans le fond, l'humain est programmé pour assurer sa sécurité. OK? Pour assurer sa survie. Puis quand je dis sécurité, c'est autant sécurité physique qu'affective. Donc, si papa, maman sont plus préoccupés ces temps-ci, qui ont la tête ailleurs, qui sont moins dans la connexion, bien là, ça se peut que l'enfant tombe dans une insécurité affective, que la connexion semble être compromise. Ça glitch, là. On a des interruptions de service. Puis là, étant donné que l'enfant est programmé pour assurer sa survie d'abord et avant tout, toutes les ressources à l'intérieur de son petit corps vont être mobilisées pour assurer sa survie, puis il ne restera plus de ressources pour se développer dans les autres sphères de sa vie. C'est souvent pour le cours de soccer. Genre, OK? Fait que, dans le fond, c'est ça. On part du principe que si l'enfant est insécure pour X, Y raison, puis tu sais, ça, je veux pas que les parents se tapent sa tête. Parce que souvent, quand je dis, il y a probablement de l'alarme, de l'insécurité, puis là, les parents sont, oh mon Dieu, ça veut dire que je sécurise pas mon enfant. Non. Ça prend pas grand-chose pour insécuriser un enfant. Un rhume, c'est suffisant pour insécuriser un enfant. Justement, tu sais, mon neveu, il était chez nous la semaine passée en visite. Ma fille adore mon neveu. Puis, tu sais, c'est un grand, là, il a 14 ans, il n'est pas de trouble, là, il se gère, mais à chaque fois, ma fille a le besoin de proximité dans le tapis parce qu'il y a quelque chose dans son environnement qui vient de changer. C'est perturbant, c'est insécurisant. Et donc, il y a des symptômes d'alarme qui pop. Wow! Ça prend pas grand-chose. Ça prend vraiment pas grand-chose. Mettons, si on parle des petits, il y a tellement de roulements dans les garderies de personnel. Ou juste, moi, je me souviens, ma fille, elle a 4 ans, mais on n'a plus notre place en CPE parce qu'on a déménagé. Mais quand elle allait au CPE, son éducatrice, elle avait un poste 4 jours. Donc, nécessairement, il y avait une journée dans la semaine où c'était une remplaçante. Puis c'était toujours plus difficile cette journée-là parce que, encore une fois, sa sécurité affective était ébranlée à ce moment-là. Et donc, il y avait plus de résistance le matin pour se rendre à la garderie, puis il y avait plus de symptômes rendus le soir de surcharge émotionnelle et sensorielle. Là. Fait que c'est ça. Donc, on part du principe que la sécurité affective, c'est la priorité de nos enfants. Même de nous, là, de l'humain. De l'humain. Tout à fait. Je vais juste résumer en une phrase tout ce que tu viens de nous dire qui était hyper pertinent, qui est les stratégies que tu vas nous donner vont pas intervenir directement sur le genou, mais sur ce qui devrait être présent pour que le genou fonctionne bien. Voilà. Et de là, ne pas être trop surpris. Et voilà. On part du principe que c'est ça. Si toutes les conditions sont en place, le symptôme va disparaître de lui-même. Bien, parfait. On est prêt presque à discuter comment réagir concrètement, mais juste avant, pourrais-tu explorer avec nous quelques raisons qui peuvent démotiver un enfant à poursuivre une activité? Absolument. Il y a les raisons,
tu sais, qui peuvent être plus visibles à l'œil nu, du genre, ben l'enfant, il nous dit, il aime pas ça. Tu sais, moi, je pense à mon chum, que ses parents l'avaient inscrit au baseball, mais que lui, il faisait juste être assis dans le pit de sable, à juste faire des châteaux puis jouer dans le sable, puis ça l'intéressait pas, ça faisait pas partie de ses intérêts, puis il nommait, j'aime pas ça. OK? Puis on le voit, l'enfant n'a pas de plaisir. Bien, ça, à ce moment-là, ben, c'est une question d'intérêt, là, tu sais. C'est une question de fit. Oui. Tout simplement. Mais des fois, on va avoir un enfant qui aime ça, qui aime vraiment son activité. Tu sais, il peut y avoir une petite résistance à y aller, mais une fois rendu là, l'enfant est dans son émergence, participe, suit les consignes, puis on le voit, il a du plaisir là, à faire cette activité-là. Mais cet enfant-là, même s'il a du plaisir à faire l'activité, peut-être qu'il pourrait résister à y aller. Puis c'est là que souvent, tu sais, parce que si vraiment on le voit que l'enfant n'aime pas ça, la plupart des parents vont être comme, ben OK, là, tu sais, on va changer d'activité tout simplement. Là, on l'a essayé, puis parce que c'est ça qu'il faut, le mindset, là, tu sais, on part du principe que les enfants sont dans l'exploration, ils sont en train de découvrir ça va être quoi leurs intérêts, puis la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. Fait que c'est correct qu'on fasse un peu d'essai-erreur à ce niveau-là. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que tu vas en parler tantôt. Dis-moi, on n'ira pas plus loin tout de suite, mais est-ce que tu vas parler du fait que si j'aime pas ça parce que c'est soit trop difficile pour moi, j'ai des difficultés motrices ou il y a quelque chose dans le contexte comme tel qui est trop difficile pour moi. Par exemple, mon système sensoriel, là, c'est trop surchargeant. Parfois, derrière le « j'aime pas ça », il pourrait y avoir d'autres choses. Absolument. Ouais. C'est tellement pertinent. Mais non, parlons-en tout de suite. OK. Mais oui, parce que moi, je fais juste penser, justement, ma fille, elle a fait des cours de danse récemment. Oui. Puis, c'était tough pour elle parce qu'elle est hautement sensible, ma cocotte. Puis, la musique était dans le tapis. Oui. Plein d'amis qui courent partout. Puis, tu sais, la prof de danse, pour pouvoir donner ses consignes, il fallait qu'elle parle vraiment fort par-dessus. Puis, ça, là, ma fille, elle demandait des pauses, elle demandait à sortir. Sauf que là, il y avait les petites assistantes qui empêchaient les filles de sortir. Fait que ça, de se sentir pognée là, c'était très surchargeant, c'était très difficile pour elle. Puis, elle se retrouvait en larmes, là, évidemment. Là, c'était pas une expérience qui était positive, là, quand ça se passait comme ça. Mais quand, justement, la musique n'était pas trop forte, puis que c'était un petit peu plus structuré, justement, là, que là, on suivait la prof de danse, que la prof de danse pouvait avoir cette proximité physique-là qui est sécurisante, cette prise en charge, là, ça se passait super bien. Fait que je le vois qu'au niveau sensoriel, il y avait vraiment quelque chose que ma fille n'aurait pas été capable de nommer parce qu'elle n'a pas... Mais puis elle a 4 ans. Ben, c'est ça. Elle n'a pas l'introspection nécessaire. C'est comme tu dis, elle tombe en mode survie. Exact. Donc, elle n'a plus les ressources mentales pour commencer à expliquer ce qui l'a surchargée. Non, exactement. C'est ça. Puis tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle n'aime pas ça. Oui. Elle n'aime pas ça sur le coup. Là, de se sentir comme ça, elle n'aime pas ça, se sentir comme ça. Fait qu'elle va juste dire, j'aime pas ça, les cours de danse. Mais c'est pas vrai qu'elle n'aime pas ça, les cours de danse. Elle a full de fun. Elle s'amuse au bout. Là, quand les conditions sont favorables, là, elle a super beaucoup de plaisir, puis elle est bonne, puis elle est capable de suivre. Fait que c'est important qu'on s'intéresse, qu'on se place en position de curiosité avant de juste... justement, abandonner, là. Ou avant d'aborder avec l'enfant, selon son âge, bien sûr, le sujet de l'abandon, ce qu'on va discuter après. Exact. Essayer de comprendre le plus possible de la perspective de l'enfant. Voilà. Ce qui peut être derrière ça. Voilà. Pour les petits, avec des dessins, des jeux symboliques, puis tout ça, c'est une façon d'obtenir de l'information de la part de l'enfant? Ça peut être par rapport... Oui, moi, j'irais vraiment plus dans le jeu libre, là, dans des mini-scénarios sociaux avec des toutous, des marionnettes, des personnages. Puis on fait un cours de danse, justement. Exactement. Oui, puis là, on met de la musique forte. On essaie différentes affaires. Là. Puis ça va ressortir tout seul. Exact. L'enfant s'exprime beaucoup dans ses jeux. C'est la meilleure fenêtre pour avoir accès au monde intérieur de l'enfant. Puis justement, je mettrai en scène plusieurs scénarios différents. De justement, un scénario où il y a de la musique très forte, où il y a beaucoup de mouvements, où on n'a pas le droit de sortir du local, on n'a pas le droit d'aller voir papa puis maman. Tu sais, plusieurs scénarios différents pour voir c'est quoi qui est le plus gros trigger, finalement. Puis... fait que c'est ça, tu sais. Mais tu parlais tantôt aussi des difficultés motrices, puis des défis. Ça se peut que le cours auquel on a inscrit notre enfant, ça ne correspond pas à son réel stade. Oui, c'est ça. Tu sais, ce qui n'est pas vraiment rendu là. Oui. Puis même si, tu sais, c'est un groupe de tranche d'âge, notre enfant a 9 ans, puis on l'a écrit dans le groupe des 8-10, là, ça se peut quand même que
ça ne correspond pas à son stade, parce que c'est ça, avec le développement, hein, nos petits popcorn, là, ils ne popent pas tout au même moment, là. Fait que c'est tout à fait normal que nos enfants soient meilleurs dans certaines sphères développementales, puis d'autres moins. Puis à ce moment-là, ben c'est important, justement, qu'on s'intéresse à ces difficultés-là pour pas le placer devant un défi qui est trop grand par rapport à ses réelles capacités pour pas le décourager. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est à considérer. Dans le fond, peut-être que l'enfant n'est pas rendu là au niveau moteur, mais peut-être qu'il était rendu là, mais il a besoin de plus de temps, cet enfant-là, pour faire ses apprentissages moteurs et les répéter pour être à l'aise, et que ça va trop vite. Ah, ça se peut, ça, mais oui. Et que là, l'enfant, il se perd dans tout Exactement. ça, et se décourage. Et là, son estime de lui, c'est important. Là. Personne n'aime faire quelque chose dans quoi on se sent pas à l'aise. Exactement, c'est ça. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est super important de garder en tête que la motivation... En fait, il y a comme une croyance. On pense que pour avoir du succès, ça prend de la motivation. Tu sais, sois motivé, là, puis tu vas devenir successful. Là, tu vas réussir dans la vie. Mais c'est pas ça. Non! Non! La motivation... C'est le contraire. La motivation vient avec du succès. Il faut d'abord que tu aies vécu un succès, que tu aies un sentiment de compétence pour avoir de la motivation dans cette affaire-là. Moi, j'ai aucun talent en soccer. Fait que j'ai aucune motivation à m'inscrire dans une équipe de soccer. J'ai zéro fun à faire ça. Je me sens incompétente. Je me sens pas... Je m'accomplis pas quand je fais du soccer. Fait que non, j'ai pas de motivation à développer mes skills en soccer, puis à m'inscrire, puis à m'investir dans cette activité-là. Par contre, ben en natation, ça, j'en avais du talent. Fait que c'est là-dedans que j'étais motivée, puis que je me réalisais, puis que je m'accomplissais, puis que je me donnais des défis par rapport à mes compétences, puis que je me trouvais bonne. Tu sais, c'est ça. Fait que, puis, un moment donné, j'avais voulu faire du soccer, je me souviens, parce que mes amis faisaient du soccer, parce que Mel C faisait du soccer dans les Spice Girls. Dans les Spice Girls, Mel C, c'était une fan de soccer, fait que j'ai voulu faire du soccer parce que c'était ma préf. Puis là, mais non, ça n'a pas marché. J'avais une motivation externe. Pour ressembler à mon idole. Ça venait pas de l'intérieur de moi. Fait que c'est sûr que c'était voué à l'échec. Ou tu sais, quand tu veux faire ça pour faire plaisir à tes parents, quand tu veux faire ça, tu sais, pour être cool, peu importe. Là, si c'est une motivation extrinsèque, ben ça risque d'être pas mal moins efficace que si ça part vraiment de l'intérieur de l'enfant, puis que ça vient de lui, puis que ça lui fait du bien pour de vrai, là. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que par exemple, un parent, comme toi, qui a fait beaucoup de natation, tu pourrais être porté à vouloir inscrire ta fille à un cours de natation, à lui permettre de devenir bonne, puis d'avoir autant de succès, plaisir dans cette activité-là. Donc, elle a envie de faire de la natation comme les photos de maman qu'elle me montre, mais peut-être que pour elle, ça correspond moins à ses habiletés motrices ou ses intérêts. Exactement, exactement. Puis, tu sais... Il y a toujours comme l'espèce de conflit là, interne du parent, de se dire « OK, mais là, c'est parce que moi, je veux que mon enfant devienne persévérant, je veux qu'il apprenne que quand il s'engage dans une activité... » C'est lui qui m'a demandé de s'inscrire au soccer, là. J'ai payé pour le maudit soccer. J'ai acheté son équipement, là. Puis là, il m'a promis là, qu'il allait le faire, là. Fait que là, ils veulent comme développer justement ils veulent que l'enfant apprenne que quand il s'engage dans quelque chose, il faut qu'il le fasse jusqu'au bout. OK? Sauf que là, c'est un dilemme. C'est un dilemme de valeur, OK? Ce dont on va parler. Parce qu'il y a cette valeur-là qu'on veut inculquer à nos enfants de persévérance, d'engagement, de loyauté. C'est des belles valeurs, ça. Mais il y a aussi la valeur de se respecter, d'être à l'écoute de ses besoins, puis de faire... tu veux-tu que ton enfant apprenne justement à ne pas être à l'écoute de ses besoins, de ses intérêts, de ses envies pour correspondre à l'idéal de quelqu'un d'autre, pour faire plaisir aux autres. Et moi, je pense juste au consentement, là. Au parallèle à faire avec, tu sais, dans une relation amoureuse. Une jeune ado, justement, là, elle n'a pas le goût de faire tel ou tel acte dans la chambre à coucher. Puis, tu sais, elle a été élevée justement que quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Puis là, peut-être qu'elle avait dit à son chum, hey, en fin de semaine, je pense que je me sens prête. Je me sens prête à ce que ça se passe. On va le faire.
Mais là, elle se fait craquer. Là. Quand tu commences quelque chose, quand tu t'engages, tu le fais jusqu'au bout. Mais là, rendue dans la chambre à coucher, elle le file pas, elle n'est pas à l'aise, elle n'a plus le goût de le faire. Mais moi, je veux que ma fille soit capable de dire « Hey, non, tu sais quoi, là, je veux qu'on arrête. Je veux qu'on arrête, je me sens pas bien. Je veux que mon enfant continue à écouter ses signaux, que quand ça va pas, c'est son corps qui lui envoie un signal d'alarme, puis je veux que ma fille écoute ça. Peu importe comment moi, je peux me sentir, même si tu vas décevoir ton chum. Parce que tu vas décevoir tes parents. Ils ont payé la session, là. Ouais. Tu vas les décevoir. Ouais. Ils vont avoir un petit... Ah, OK, ben Colin, hein, c'est plate. Hein? OK, ça aurait été le fun. Là. Mais moi, comme parent, je veux les deux. Ouais. Parce que je veux tout ça. C'est très important pour sa survie, sa santé mentale future. Ouais. Mais je veux aussi la persévérance et je pense à l'école. Donc... les maths, ça marche pas, je me sens pas bien là-dedans, je voudrais respecter les limites, puis je le fais pas l'examen de maths. Donc, justement, comment on trouve les deux aspects dans notre réaction? La persévérance, là, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe, OK? Puis ça va se développer dans les petites affaires du quotidien, justement. Puis même s'il y a un inconfort, tu sais, je pense justement à un enfant là, qui a sa journée dans le corps. Il a travaillé, il est à bout, il est fatigué, il est en surcharge, mais il y a un projet à remettre demain matin. Il n'a pas le choix de le faire. Là. Tu peux pas dire « Oh, ton corps en peut plus, ben c'est correct, on va respecter tes besoins, puis il va te reposer, je vais te couler un bain chaud. » Puis tu sais, surtout pas avec une voix comme ça. Ben non, là, tu sais, à un moment donné, là, mais... Mais il y a comme le juste milieu de reconnaître que notre enfant est à bout, de valider, de nommer ce qu'il ressent. Hey, je le vois que tu es à bout, mon amour. Si tu n'as pas une journée facile, ça va être vraiment tough. Je sais que ça va être tough pour toi de le faire ce soir. Puis tu sais quoi? Je suis là. On va le faire ensemble. Tes problèmes, c'est mes problèmes. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Juste ça, là. Cette dimension relationnelle-là, de donner un safe space à l'enfant pour avoir le droit d'être à bout, de vivre ce moment-là. Puis on peut dire justement, OK, là, on va prendre un 5 minutes, là. Tu va faire quelque chose qui te fait du bien, mais après ça, par exemple, on va le faire ton projet. Puis je vais t'aider. On va le faire ensemble. Ça, là, quand on est dans la prise en charge, dans la connexion, qu'on accompagne l'enfant, même si c'est pas le fun... Mais au moins, il n'est pas en détresse. Il n'est pas tout seul dans des sensations qu'il ne comprend pas parce qu'on lui a mis des mots dessus. Puis il n'est pas tout seul dans son inconfort puis dans son impression, justement, là, que là, c'est une montagne à gravir puis qu'il n'y arrivera pas. Puis là, ben non, on est là pour l'aider à y voir plus clair puis à se mettre en action. Fait qu'il va vivre un succès dans le fait d'accomplir la tâche, mais on va l'avoir accompagné. Souvent, là, les parents ont des attentes irréalistes par rapport à l'autonomie de leur enfant. Ils voudraient que l'enfant fasse tout seul, tout de suite, puis ils vont forcer cette autonomie-là. Alors que notre job de parent, c'est pas de rendre les enfants autonomes, c'est de les accompagner dans leur développement. C'est de faire avec eux jusqu'à temps qu'on puisse leur faire faire les affaires, puis ensuite les laisser faire. Tu sais, dans l'autonomie, ça, j'en parle dans mon tome 2. OK, dans mon deuxième tome, j'en parle des 4 stades de l'autonomie. Le premier stade, ben, c'est faire pour. OK? Fait que je vais faire pour mon enfant. Le deuxième stade, c'est je vais faire avec mon enfant. Ensuite, je vais faire. Donc, je le fais pas pour lui. Tu sais, mettons, justement, un enfant qui a un projet à faire, je vais pas faire le projet nécessairement avec lui, parce qu'il faut qu'il le fasse lui-même, mais je vais l'accompagner, je vais le guider, je vais structurer les étapes, justement, pour pas qu'il voit ça comme le mont Everest à graver. Puis la dernière étape, c'est laisser faire. Donc, tu sais, quand justement nos enfants sont rendus cégep, secondaire, puis plus université, là, c'est ça, on va les laisser faire leurs affaires, mais il faut garder en tête, nos enfants, ils n'ont pas atteint la pleine maturité avant le début de l'âge adulte. Fait que même nos enfants du cégep, des fois, on va faire avec. On va leur faire des affaires en ayant une présence, une supervision, en les aidant pour s'organiser dans cette tâche-là. Ou des fois, c'est vraiment juste pour donner un support moral, leur donner une sécurité affective pour qu'ils soient en mesure d'accomplir la tâche. Oui, aussi simple que leur amener un petit bol de carottes puis une bouteille d'eau pendant qu'ils font leur travail avec un peu d'encouragement. Oui, puis ça, je l'ai dit dans le tome 1, justement, je donne l'exemple si, mettons, je veux te donner 10 calculs mentaux à faire. Si je te dis, OK, tu as 10 calculs mentaux à faire, tu as 2 minutes pour le faire, puis si tu ne réussis pas à le faire, il va y avoir une conséquence.
Mais là, je fais juste te mettre en situation de stress, de... anxiété de performance. Ouais. Tu vas être alarmé, donc tu n'auras pas accès à tes fonctions exécutives qui vont te permettre d'accomplir la tâche en question. Mais si, justement, je suis dans la connexion, dans la prise en charge, que je te dis, « Hey, Josiane, tu as 10 calculs mentaux à faire, j'ai confiance que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour réussir. » Fait que tout de suite, là, je te mets en confiance. Ouais. Moi j'ai confiance en toi. Moi, je sais que tu es bonne. Là. Je sais que tu as tout ce qu'il faut. Mais ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui soient tricky. Ouais. OK? Ça se peut, là. Ça se peut. Puis si c'est le cas, ben je vais être là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Bien, quand on fait ça avec les enfants, bien souvent, ils n'ont même pas besoin de notre aide parce que finalement, ben ils réussissent à accomplir la tâche. C'est exactement ce que j'ai fait l'autre fois avec le cours de danse de ma fille. T'sais, on était partis en voyage. Elle avait manqué 2 semaines. Il y avait eu la semaine de relâche, puis elle avait été malade. Fait qu'elle avait manqué 4 semaines. Fait que là, c'était le temps d'y aller. Elle me dit, « Maman, je veux pas y aller, je suis trop fatiguée. » Mais je sais qu'elle n'est pas fatiguée. Elle venait de faire une sieste de 2 heures. Elle n'était pas fatiguée pantoute. C'était pas ça. Je dis, ben non, Elisabeth, on y va, là, tu vas être contente de voir tes amis, blablabla. Puis là, je vois, elle vient les yeux pleins d'eau, là, je le vois que c'est pas du caprice. Tu sais, comme on peut penser des fois. Oui. C'est pas du caprice. Elle est alarmée. Ça ne tente vraiment pas. Puis là, je le sais, je la connais, ma cocotte. Fait que je l'ai juste, justement, pris en charge, sécurisé. J'ai enlevé la dimension pression de performance. J'ai dit, hey, tu sais quoi, Elisabeth? Tu sais, moi, je savais qu'il fallait juste comme qu'elle reprenne le beat, là. Qu'elle retourne, qu'elle réapprivoise cet environnement-là, ces personnes-là. Je dis, ben, on va y aller. T'es pas obligé de danser, hein? Il y a personne qui t'oblige de danser. Si tu veux rester avec moi puis juste regarder les amis qui dansent, c'est correct, on fera ça. Puis là, tu te dis, ah, OK, c'est beau. Là, elle a voulu s'habiller, elle a voulu y aller. Fait que d'enlever cette pression de performance-là, bien souvent, c'est tout ce que ça prend, là. De dire, hey, prends ton temps. Parce que tu l'as dit tantôt, il y a des enfants qui ont besoin de temps. Puis souvent, les enfants, ils ont besoin d'apprivoiser. Les enfants qu'on qualifie de timides, bien souvent, mais c'est des enfants qui sont plus prudents. La prudence, là, c'est comme sur un continuum. On a les super téméraires qui se garochent à l'eau sans même avoir checké si c'était sécuritaire. Puis tu as ceux qui sont super prudents, qui vont prendre le temps, là, qui vont rester collés sur leurs parents pendant une demi-heure pour analyser ce qui se passe. Puis là, si vraiment ils voient que c'est sécuritaire, là, ils vont se décoller de leurs parents pour aller explorer. Ça, c'est de la prudence. Merci, prudence. C'est grâce à toi qu'on est encore vivant aujourd'hui. Parce que sinon, là, le petit pouls d'Amérique préhistorique, il serait allé flatter la bédaine des tigres à dents de sable, puis il se serait fait bouffer. OK? OK? Fait que merci, prudence. Fait que, c'est ça, des fois, là, on met beaucoup, on a des attentes. On pense qu'au jour 1, là, l'enfant, il va avoir du plaisir, puis il va s'épanouir, puis il va devenir bon tout de suite. Mais non, ça se peut que lui, l'enfant, là, il a juste besoin d'observer comment ça se passe. Ça se peut que l'enfant, il a besoin de rester collé sur son parent, puis de juste regarder comment ça se passe, de regarder le moniteur. C'est qui cette bébête-là? Je peux-tu avoir confiance en cette personne-là? Des fois, c'est juste ça, là, de donner le temps. Puis quand l'enfant apprivoise, un enfant prudent qui a apprivoisé un environnement, c'est aussi courageux que n'importe quel enfant. Il faut juste qu'il apprivoise. C'est juste ça. Fait que là, dans cette situation-là, c'est ce que j'avais fait avec ma fille. Je lui avais proposé, hey, tu sais quoi, on va juste les regarder. Puis si tu as le goût d'y aller, puis à un moment donné, justement, c'est ça qu'on a fait. Elle est restée collée sur moi. Puis à un moment donné, là, ils ont fait un jeu qui avait l'air vraiment le fun. J'ai l'impression que ça te tente d'y aller. Viens. On va y aller ensemble. Viens, je l'ai accompagné jusque-là. J'ai été son safe space qui lui a permis de faire la tâche, de faire l'activité. Puis là, elle a pu avoir du plaisir. Puis ça lui a permis de reprendre le beat graduellement. Malheureusement, j'ai dû abandonner les cours de danse parce que j'ai accepté des engagements les soirs des cours de danse. Là. Mais tu sais, ça allait bien. Là. On aurait pu reprendre le beat. Mais la vie, hein? La vie, c'est ça. Ce que moi, je voulais tantôt, là, j'ai dit, moi, je veux les deux. Je veux la persévérance et je veux le respect de soi. Donc, tout ce qui est persévérance, résilience, ça se développe petit à petit dans les activités du quotidien. C'est pas le moment où il veut abandonner une activité où c'est le temps de dire, là, j'ai une occasion pour t'enseigner la persévérance. Ça, exactement. C'est ça. C'est pas dans des grands enseignements moraux comme ça, de t'as pris un engagement. Non. Là, il va apprendre qu'on laisse pas tomber. On n'apprend pas la persévérance. On développe la persévérance en étant accompagné, en le vivant avec quelqu'un, en étant dans un safe space, en vivant des succès, des réussites, à accomplir des activités dans lesquelles on a été capable de les accomplir parce que c'était des plus petites étapes du quotidien. Puis parce que notre cerveau était en mesure de nous permettre de faire l'activité. Parce que c'est ça, hein? Tu sais, quand je disais, il faut voir ça dans un état global, tu sais, v'là quelques années, là,
quand j'étais encore approche comportementale, tu m'aurais invité ici, j'aurais dit non, hey, faire de l'évitement, c'est pas bon, là, parce que là, si l'enfant fait de l'évitement, il apprend là, justement à éviter les situations stressantes. Puis là, ben, quand il va avoir des affaires qui lui font peur, quand il vit de l'anxiété, il va faire de l'évitement, puis ça va juste comme faire en sorte qu'il va maintenir son état de peur par rapport à cette affaire-là. Ça, c'est encore une fois quand on fait juste voir le symptôme, le comportement. Maintenant, ce qu'on comprend par rapport à l'évitement, là, je vais dire quelque chose justement qui risque d'être un peu confrontant. OK. L'évitement, on est prêt. Ça peut être une stratégie très puissante dans certaines situations. OK? Ça peut être la stratégie à recommander. OK. Puis ça, ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui ont besoin justement de remariner, j'en parle dans mon tome 2. Parfait. Au chapitre sur les ennemis du développement du type d'Amérique, où je parle beaucoup de l'insécurité, de l'alarme, de l'anxiété, puis comment qu'on fait justement pour aider nos enfants à naviguer à travers tout ça. Dans le fond, là, c'est que notre cerveau, là, il est capable de gérer une certaine quantité de stress, OK? Puis, ça peut même être positif d'être confronté à des petits stresseurs parce que, justement, ça va développer notre capacité à coper, à se résilier puis à trouver nos propres stratégies pour traverser des événements plus stressants. Sauf que notre cerveau, il n'est pas toujours disponible à encaisser des stresseurs. Des fois, nos enfants, ils vont être dans des états de haute alarme. Ils vont être déjà alarmés. Ils vont déjà être en surcharge dans leur petit système nerveux, ce qui fait qu'ils ne seront pas disponibles pour gérer un nouveau stresseur. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, je me souviens quand ma fille, elle suivait des cours de gymnastique. Quand on habitait à Chicoutimi, je me souviens qu'il y avait des passes où elle avait été malade, puis moi, j'étais partie pour travailler à l'extérieur, que la routine familiale avait été chamboulée. Elle était hautement alarmée, besoin de proximité dans le tapis, régression au niveau de sa continence. Hey, c'était pas le temps là, de la rusher le samedi matin pour aller faire son cours de gymnastique, mais pas du tout. Là, ce qu'elle avait besoin, c'était de se déposer, de se décharger. Fait que là, c'était tout à fait adéquat qu'on fasse de l'évitement à ce moment-là. C'est tout à fait adéquat que je sois à l'écoute de son maman, j'ai pas le goût, je veux pas y aller. Bien, je te comprends que tu n'as pas le goût d'aller. Tu n'es pas disponible pour y aller, ma pinotte. C'est tout à fait adéquat. Là, ce que tu as besoin, c'est pas de te séparer encore plus de papa-maman. C'est pas d'aller te surcharger encore plus dans une activité structurée. Là, ce que tu as besoin, c'est du jeu libre, du jeu véritable, du jeu dans lequel il n'y a pas de critères de performance, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a pas de consignes, que tu fais juste jouer pour faire du bien. Puis c'est ça qui va permettre sa mouvance des émotions puis la décharge de son système nerveux. C'est ça qu'elle a besoin à ce moment-là. Fait que, tu sais, quand on dit, il n'y a pas une réponse one size fits all. C'est, dans le fond, quand un enfant ne veut pas aller faire son activité, on doit se demander dans quel état est son petit cerveau en ce moment. Est-ce qu'il est disponible à encaisser ce stresseur-là? Bonne question. OK. Donc, dans quel état est son petit cerveau? Est-ce que, justement, il y a eu une nouvelle éducatrice cette semaine ou qui a été malade, qui a eu... on a passé de la bassinette au grand lit ou que, justement, on a déménagé. Tu sais, tout ce qui vient perturber là, leur sécurité physique, leur sécurité affective ou leur santé, là, leur sentiment de vulnérabilité dans leur corps. S'il y a des facteurs qui sont venus ébranler ça, mais ça se peut que l'enfant soit alarmé, donc ne soit pas en mesure d'encaisser un stresseur supplémentaire, qu'il ait besoin de rester dans sa petite tanière, comme un petit mammifère blessé là, qui reste dans sa tanière pour se protéger le temps de guérir. Bien, ça se peut que ce soit ça, là, qu'il ait besoin de rester dans son safe space au sein de notre relation, de connecter puis d'accéder au jeu véritable. Ça se peut que ce soit ça son besoin. Fait que, dans quel état est son petit cerveau? Si on déduit, d'après notre observation, que son cerveau est dans un état optimal. Y a-t-il une deuxième question? Ben oui, c'est ça, exactement. Parce que moi, je me ramène à justement mon cours de danse avec ma fille. Moi, mon objectif, tu sais, justement, si j'avais pas pris des engagements les mardis soirs qui m'empêchaient de pouvoir persévérer, ben c'est sûr que je serais restée dans cette approche-là on va continuer à y aller jusqu'à la fin parce que moi, je le sais qu'elle s'amuse pour de vrai, là, tu sais, je le voyais. Ben, c'est ça. L'autre question, c'est est-ce qu'elle s'amuse? OK? Est-ce qu'elle s'amuse? Si oui, ben ça vaut la peine de continuer à investir ça. Sinon,
ben la chenoute, là. Ton enfant n'a pas de fun. C'est quoi le but de l'activité du loisir? C'est d'abord et avant tout d'avoir du plaisir. Parce que même si ton objectif ultime, toi, dans ta tête, c'est qu'il développe une nouvelle habileté, s'il n'y a pas de plaisir, il ne développera pas sa nouvelle habileté. On apprend dans le plaisir. Fait qu'on oublie ça, là. OK? On oublie ça, on change de plan. On fait juste se dire, ben coudonc, je l'aurais essayé. Puis c'est ça, hein, c'est essai-erreur avec les enfants. Je pouvais pas savoir. Ça m'aura coûté 90$. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le prix à payer pour explorer les intérêts de nos cocos. Bon. D'où l'intérêt de ne pas commencer justement avec un cours de violon pour lequel il faut acheter un violon à 1000$. Tu sais? Oui. Essayons d'autres affaires qui sont moins coûteuses. Là. Bref. Ou gardien de but. Oui, c'est ça, exactement. Comme ça, c'est lourd, là, c'est plan financier. Fais le patinage artistique, là, où tu n'as pas besoin d'acheter de matériel. Là, puis tu verras s'il aime ça patiner. Après ça, on verra. Bref. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a du plaisir? Si l'enfant a du plaisir, ben OK, parfait. Là, ça mérite justement qu'on continue à investir dans cette activité-là. Puis, on part du principe que l'enfant, ben ça se peut qu'il ait besoin de nous pour être capable de persévérer, pour être capable de passer au travers. Ça se peut que la raison pour laquelle il n'aime pas ça, c'est parce qu'il ne se sent pas en sécurité pleinement quand il est là-bas. Tu sais, souvent, les activités de loisirs, là, c'est des monitrices, des moniteurs, c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement, justement, cette prise en charge-là, cette attitude sécurisante. Oui, les parents ne sont pas toujours dans la salle. Exactement. Puis même si le parent il est dans la salle, bien, entre le parent, qui est la source de sécurité suprême, puis la personne que je connais pas, qui est en train de gérer 8 autres enfants, bien, c'est sûr que l'enfant va toujours préférer son parent. Sauf que... Puis, tu sais, il y en a qui vont dire justement, OK, fait que là, on veut pas que les parents soient dans la salle. Erreur. OK. Tu sais, là, s'il y a des moniteurs de danse, de n'importe quelle activité, là, c'est à votre avantage que le parent soit présent parce qu'il est la clé du sentiment de sécurité. Pour que l'enfant fonctionne bien dans ton cours, l'enfant doit apprivoiser l'environnement. Puis la clé pour ça, bien, c'est la présence du parent. Si le parent peut être là, l'enfant va se sentir en sécurité, donc va être en mesure d'apprivoiser ce qui se passe. Puis, tu sais, un des meilleurs trucs que je peux donner aux parents, justement, pour accélérer là, cet apprivoisement-là, c'est de faire un pont d'attachement envers le moniteur. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu prends l'enfant, soit tu l'as dans tes bras, tu le tiens par la main, mais tu t'en vas voir le prof. Puis, hey, salut, comment ça va? Je suis la maman d'Elisabeth. Puis, hey, raconte-moi comment ça se passe. Puis, pour que l'enfant... C'est pas l'enfant qui a brisé la glace, c'est pas l'enfant qui a engagé le contact, chose qui est très intimidante pour un enfant, surtout un enfant plus prudent, plus timide. Fait que si le parent fait les premiers pas, qui brise la glace, qui s'en va engager la conversation, que l'enfant observe son parent, puis que par le non-verbal, il voit que le parent approuve cette personne-là, fait des hochements de tête, des petites blagues, petits contacts physiques si c'est approprié. Si le parent voit ça, bien, il va voir, OK, cette personne-là que je connais pas, bien, mon parent l'approuve. Mon parent a l'air de l'aimer. Ça veut dire que je peux y faire confiance. Parce que nos enfants, par loyauté, ils vont toujours aimer ceux qu'on aime. Ouais. Donc, si je montre justement que moi, je suis en sécurité avec cette personne-là, donc tu peux être en sécurité avec cette personne-là. Ça, c'est la clé. Puis ça me fait penser... Tu m'as déjà entendu parler de ça, parce qu'on a un webinaire ensemble pour la maternelle. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Parce que c'est pas la même approche que tu recommandes quand on entre à la maternelle. C'est ça. Tu m'avais déjà entendu parler de ça l'année passée. Mais oui absolument. Oui. Tu sais, justement, quand on envoie nos enfants à la maternelle, le gros enjeu de la maternelle, c'est ça. C'est de se retrouver dans une jungle sans avoir un adulte de confiance. Tu sais, la prof de maternelle, ça a beau être la personne la plus chaleureuse, gentille puis compétente. Au jour 1, ben, il n'y en a pas de lien de confiance, il n'y a pas de lien d'attachement qui est créé avec cette personne-là. Donc, c'est à nous, le parent, d'aller comme catalyser ça, être le catalyseur du sentiment de confiance envers cette personne-là. Puis donc, c'est à nous d'aller dans la cour d'école, d'aller à la rencontre de la prof, puis de faire les premiers pas, de faire avec notre enfant. Fait que ça, pour les premiers sports ou activités dans lesquelles on inscrit notre enfant, pour les tout-petits, ça va de soi à le retenir. Et pour les un petit peu plus vieux, on peut aussi retenir que si on n'a pas eu la chance de faire ça, parce qu'on se disait, ben, il est prêt à faire seul, on peut revenir en arrière
et essayer Absolument. de faciliter cette relation-là de confiance et de sécurité avec le moniteur ou le professeur. Oui. Puis parce que, tu sais, moi, je reviens à ce que j'avais dit au tout début de l'épisode quand je disais c'est pas parce que notre intervention sur le coup a l'impression d'être efficace que c'est la bonne intervention. Parce que, tu sais, mettons, je le vois, là, des gens qui vont être plus autoritaires. Non, là, tu rentres dans le cours, tu ressors plus, c'est fini. Moi, je m'en vais, puis vas-y. Fait qu'effectivement, sur le coup, tu dis, ah ben oui, ça marche, ça. L'enfant ressort pas, puis l'enfant pleure pas, puis, hey, mais il se gère en tabarouette, il retient, il est dans la retenue. Puis, probablement que ce parent-là va se taper une solide décharge rendue à la maison. Ça va péter, là. Ouais. Ça va péter, c'est sûr, ces grosses émotions-là que l'enfant retient. Fait que c'est pas parce que sur le coup, on a l'impression que c'est efficace que c'est la bonne chose à faire. Ça me fait penser que si on sent que notre enfant est incertain par rapport à tout ça, et qu'on l'inscrit à un cours dans lequel c'est un laisser votre enfant et revenir dans 1 heure, peut-être pas de se planifier un rendez-vous 15 minutes après le début du cours ou d'avoir des plans personnels dans lesquels on vit du stress que si on ne force pas notre enfant à y aller, c'est nous qui est dans le trouble. Oui, c'est ça. Fait qu'on reste disponible même quand on n'est pas dans le cours. Mettons les conditions favorables en place. Ben oui, absolument, c'est ça. Ouais. OK. On amène notre café, notre livre et on reste à l'extérieur. Et juste le fait que notre enfant sait qu'on est là puis qu'on est disponible de l'autre côté de la porte, ça peut faire la différence. Ça, là, je suis là. Tu sais, pas de pression. Vas-y, essaye-le, mon amour. Essaye-le. Je suis là. Si ça marche pas, là. Tu sais, mais essaye-le. C'est juste ça. Plus nos enfants vont essayer des affaires, plus à un moment donné, ils vont tomber sur l'affaire qui... Tu sais, il faut l'essayer, puis c'est vrai. Mais pour l'essayer, des fois, il faut passer par-dessus le petit stress que ça amène. Fait que là, je reviens. Est-ce que le cerveau de mon enfant est capable d'encaisser ce petit stresseur-là? Si oui, go, on le fait. Sinon, on lâche note. On recommencera une autre fois. Là. C'est pas grave. OK. J'ai envie de te challenger avec le fait que l'enfant est disponible, on sait qu'il s'amuse d'habitude, mais c'est un enfant qui aime beaucoup les écrans et que là, le cours est à 10 heures, puis de 8h30 à 9h15, mon enfant était sur un écran, les jeux vidéo, et là, ça ne tente pas d'arrêter. Donc, là, il est dans l'évitement de « je veux pas y aller », puis là, il pousse, j'aime plus ça, ce cours-là, parce que il veut pas arrêter son activité présente et ça n'a rien à voir avec l'activité sportive. Comment on gère ça? Ça, là, tu me startes sur quelque chose. C'est un gros problème de société en ce moment. Puis même la génération des bébés des années 80, c'est ça, là. Tu sais, on a été habitués à être devant la télé tout le temps, puis à avoir... les émissions n'étaient pas aussi stimulantes, là. Mettons. Non, c'est sûr. Mais dans le fond, ce qui se passe, là, c'est que c'est un gros problème. Quand on est devant un écran, soit qu'on est en train de jouer à un jeu sur la tablette, qu'on écoute une émission, notre cerveau va sécréter de la dopamine. Puis ça, c'est de la gratification instantanée. C'est le neurotransmetteur de la satisfaction, là, OK? C'est très, très le fun à sécréter cette affaire-là. Puis notre cerveau, il en veut toujours plus. Mais le problème avec les écrans, c'est que ça nous fait sécréter de la dopamine sans effort. Parce qu'il y a plein d'autres affaires qui nous font sécréter de la dopamine quand on fait une activité sportive, une activité physique, quand on a des relations sociales satisfaisantes, quand on a des relations sexuelles. Bon, toutes ces affaires-là, quand on mange de la nourriture vraiment délicieuse, ça nous fait sécréter de la dopamine. Mais le problème avec les écrans, c'est ça. C'est que ça nous fait sécréter la dopamine instantanément sans qu'on ait à déployer le moindre petit effort. Puis ça, notre cerveau adore ça. Faire des affaires qui nécessitent aucun effort. Puis, ce qui fait en sorte que quand on met un terme à l'activité, à l'écran, au temps d'écran, bien là, le cerveau de l'enfant est comme « Non, continue à me donner de la dopamine, go, go, go. » Puis c'est là qu'on va voir la résistance, la crise de colère, puis tu sais, le bougonnage chez les ados, parce que leur cerveau est en train de leur induire en erreur. Qu'on leur donne 5 minutes de temps d'écran ou qu'on leur donne 1 heure et demie, le cerveau a quand même l'impression d'en avoir besoin encore. OK? Fait que ça, c'est un fait. Mais là, c'est ça qui pose problème, parce que dans la vie, quand on veut apprendre quelque chose, qu'on veut développer une habileté, qu'on pense juste à attacher nos souliers, à apprendre à lire, dans les apprentissages, ben il faut qu'on déploie des efforts, puis la gratification, elle est différée, elle n'est pas instantanée comme avec les écrans. Fait que plus on habitue nos enfants à recevoir,
à ce cycle. En fait, c'est un circuit, là. On appelle ça le circuit de la gratification. Plus ce circuit de la gratification-là est instantané, plus, c'est que ça modifie carrément l'architecture du cerveau de l'enfant, ce qui fait en sorte qu'il devient dépendant de ça. Puis quand il faut déployer des efforts, il va abandonner trop vite. Il n'aura pas sa dopamine assez rapidement, puis ça va avoir un impact sur sa persévérance. Donc, est-ce que le principe à retenir, c'est, le moins possible d'écran dans la vie de l'enfant, mais si c'est déjà en place et c'est déjà une activité qu'il fait fréquemment, on essaie de ne pas la placer le matin du cours. Ouais. Et si on l'a placé le matin du cours parce que c'est dans les habitudes familiales puis tout ça, et que là, on a une réaction, c'est-tu un contexte où on forcerait l'enfant ou on dirait... À faire le cours quand même? Oui. Oui, tu sais, si toutes les conditions sont qui est favorable, qu'on sait que il aime ça, son cerveau est disponible, il n'est pas dans une période de haute alarme. Parce que de toute façon, tu sais, de ditcher le cours pour rester à la maison, consommer des écrans, c'est pas d'aider l'enfant non plus. Non. C'est pas ça qui va lui faire du bien. Là. Fait que ça, c'est un contexte où on dirait le temps d'écran est terminé. On pourrait le soutenir émotionnellement quand même en disant je le sais que... Je sais que c'est difficile d'arrêter. T'aimes cette activité-là, puis je te comprends, mais c'est l'heure du cours, puis on y va. Exactement, parce que dans le fond, là, l'affaire, c'est ça. C'est que si je regarde juste de l'extérieur, je peux tomber dans le piège de dire... Ah, OK, mon enfant, il n'aime pas le cours. Mais non, il n'aime pas arrêter ce qu'il fait. Parce que là, tu parles d'écran. Mais moi, ma fille, si elle est en train de jouer avec ses dinosaures, ça va être la même chose. Parce que le cerveau de l'enfant va toujours préférer le concret à ce qui est abstrait. Donc, ce qu'elle est en train de faire présentement, de jouer avec ses dinosaures, ça, c'est concret. Elle les a dans ses mains. Mais là, de dire, on s'en va au cours de danse, c'est abstrait. C'est pas ça qu'elle est en train de faire. Il faut qu'elle se projette dans cette affaire-là. Fait que son cerveau va préférer de faire ce qu'il est en train de faire. Puis, si je fais juste l'écouter puis dire non, puis mettons parce qu'elle me dit non, je veux continuer à jouer aux dinosaures, je veux pas aller à mon cours, j'aime pas ça, j'aime mieux jouer aux dinosaures. Ben là je tombe dans le piège, c'est pas ça là, c'est pas ça parce qu'une fois une fois la transition faite, une fois qu'elle va avoir commencé l'activité, rendu là-bas est correct. C'est comme nous. On veut pas aller au gym, là, c'est de partir. Une fois rendu au gym, on n'est pas arrêtable. Ouais. On est bien, puis là, on le voit que ça nous fait du bien. Puis bon, pas tout le temps. On arrête à un moment donné. Non, mais tu sais, quand même. Une fois qu'on est là, c'est correct, on fait ce qu'on a à faire, puis on se rend compte que, j'ai bien fait de venir, ça m'a vraiment fait du bien, mais mon Dieu que ça nous a tout pris pour partir de la maison. Tu sais. Alors là, ça fait beaucoup de sens par rapport à un enfant plus jeune ou un enfant qui résiste le cours d'aujourd'hui. Peut-être qu'on n'y va pas parce que c'est trop. Peut-être qu'on y va, on l'accompagne, on adapte notre façon et tout ça. Pour un enfant peut-être un petit peu plus vieux là, qui nous dit « je ne veux plus y aller jamais à ce cours-là », est-ce que... C'est la même chose, Josiane. On accepte... Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour vrai, qu'on parle d'un... Tout ce que je disais là, par rapport à la disponibilité du cerveau, aux intérêts, c'est la même chose. Même accompagner l'enfant, de le prendre en charge, de se placer en position... Avec un plus vieux, on va plus se placer en position de curiosité, chose qu'on ferait... C'est sûr, on va se placer en position de curiosité avec un plus petit, mais on a moins accès à son monde intérieur, faute d'introspection de sa part. Avec un plus vieux, c'est sûr que là, justement, on va vouloir engager une discussion pour voir ça part d'où tout ça. Fait que plutôt que de tout de suite se braquer puis non, là, il faut que tu continues, on a pris un engagement, on en avait parlé tout de suite. Ah, c'est drôle, j'avais vraiment l'impression que tu t'y plaisais à ce cours-là. Puis quand je te regarde par la fenêtre, tu as toujours l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Fait que je suis vraiment surprise que tu me dises que tu n'aimes plus ça, que tu n'as plus le goût d'y aller. Parle-moi-en. Qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, mettons, si j'avais une baguette magique, là, puis que je pouvais changer quelque chose dans ton cours, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu changerais qui te donnerait plus envie d'y aller? Quelle bonne question. Oui, pour les plus vieux, mais même pour les plus jeunes, essayez-le dès que vous pouvez. On ne sait jamais la réponse que vous pouvez avoir, mais si j'avais une baguette magique, que je pouvais changer quelque chose de ton cours de soccer, ça serait... Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu aurais plus envie d'y aller? Qu'est-ce qui ferait que ça serait plus le fun? Pas que tu aurais plus envie d'y aller, parce que là, déjà, ça dévoile un peu notre agenda, là. Mais qu'est-ce qui ferait que ça serait plus le fun? Parce que là, moi, je te connais, je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange, là. Il y a quelque chose qui te dérange, mon amour. Puis c'est ça, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Fait que ça, là, de se placer en position de curiosité sans mettre de pression, de non, là, on va trouver une solution pour que tu y ailles. Non, c'est pas ça l'objectif. OK? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'origine de la résistance, pas la résistance comme telle. À mon tour de te raconter une petite anecdote, parce que c'est arrivé récemment. Mon fils a 17 ans.
maintenant. Et quand il avait, je pense, 8 ans, là, sous toute réserve l'âge, là, dans ces eaux-là, il avait demandé de s'inscrire à un cours de plongeon parce qu'il trouvait que ça avait l'air cool, impressionnant et tout ça. Et après 3 cours, je pense, il m'a dit, bon, je ne veux plus y aller. Je me souviens plus comment j'ai réagi à l'époque, autrement du fait qu'il a arrêté d'y aller. Mais c'est cette année, à 17 ans, je ne sais plus comment c'est venu sur le sujet, où il m'a exprimé qu'au 3e cours, ils leur ont demandé de sauter de reculer, là, sauter dans l'eau. Puis il dit, moi, j'étais sidérée de ne pas voir où je m'en allais. Et il dit, pour moi, c'était trop. Je n'étais pas prêt à faire ça. Il dit, je ne m'attendais pas qu'on me demanderait quelque chose comme ça de reculons. Mais c'est juste cette année que j'ai réussi à avoir cette information-là. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il n'était même pas conscient de ce que c'était. Exact. C'est 10 ans plus tard qu'il est capable de faire un retour puis de m'expliquer ça. C'est fou, hein? Tu sais, quand on dit que ça prend pas grand-chose pour insécuriser un enfant, tu sais, c'est ça. C'est difficile, là, des fois, de le savoir exactement c'est quoi. C'est quoi qui lui a fait peur. Puis des fois, c'est vraiment juste aussi, tu sais, quand je dis prendre l'enfant en charge, de l'accompagner là-dedans, ça peut être de dire, moi, je vais y parler à ta prof, tu sais. Je vais y parler, je vais lui dire qu'il y a quelque chose qui te dérange. Tu sais, mettons, par rapport à la musique, moi, c'est ça que j'avais fait. Je vais le dire, moi, à Annie. Puis Annie, elle avait été parfaite. Elle avait dit, mais ça, Elisabeth, faut que tu me le dises. Moi, je l'entends pas, je suis tellement habituée, tu sais, je m'en rends même pas compte quand il est fort. Faut que tu me le dises, ma cocotte. Puis c'est sûr que je vais baisser le son. Puis elle avait super bien accueilli. Mais ça, tu sais, elle, du haut de ses 4 ans, puis même, je dis du haut de ses 4 ans, mais moi, Sarah Amiel, 36 ans, là, si la musique est trop forte dans mon cours de aquaforme, whatever, là, tu sais, que je ferais, j'aurais de la misère à le dire. Oui. Tu sais? Oui. Parce que j'ai été élevée justement à ça. Là. Bien, on se dit, OK, c'est mon problème, donc je vais me retirer du cours, je vais pas essayer... Dérange pas. C'est ça, je vais pas essayer de changer. Puis peut-être que l'instructeur se rend pas compte qu'il y a autant d'échos ou qu'il y a autant de... que ça peut être difficile pour certains enfants. Fait que peu importe l'âge de notre enfant, de dire... Tes problèmes, c'est mes problèmes, t'es pas seul là-dedans. On va trouver une solution ensemble, puis je vais prendre les mesures nécessaires pour que ça se passe bien. Tu sais, si t'aimes ça, on va trouver une solution pour que ça marche. OK. Puis, si on pense à la prochaine fois, disons qu'on a accepté, la perspective de l'enfant fait du sens pour nous et c'est trop. Est-ce que la prochaine fois, on arrive avec des gants blancs et on dit « assure-toi de bien faire le choix », tu sais que la dernière fois, tu as laissé tomber, donc est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu vas persévérer? Non, parce que... Est-ce qu'on le prime de cette façon-là? Non, parce que cette approche-là, justement, ça vient mettre une pression de performance. Quand même que tu arrives tu doux, ça met une pression de... Ça crée une attente, là. Tu sais, hey, t'es-tu sûre, là? T'es-tu sûre? Hey, mais là, tabarouette, moi, si quelqu'un me dit ça, non, je peux pas être sûre à 100% de rien dans la vie, là, je sais pas, moi. Fait que, tu sais, ça risque encore plus de faire en sorte que, laisse faire. D'abord, je n'ai plus le goût du tout de le faire, là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est vraiment mieux d'y aller, justement, sans pression. On l'essaye, puis on verra ce que ça donnera, tout simplement. Puis nous, d'avoir une attitude, tu sais, quand je dis une attitude de prise en charge, là, c'est justement de pas être, on s'en va pas, non, tu veux pas. OK, on le fait pas d'abord. Ben non. Moi, j'ai confiance que tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. J'ai confiance que c'est un environnement qui est sécurisant. J'ai confiance que ça va bien se passer. Tu vas avoir du plaisir. C'est dans tes intérêts. Tu avais le goût de le faire. J'ai confiance que ça va bien aller. Mais s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Tu peux compter sur moi. Bon rappel. Bon rappel. Alors, nous, est-ce qu'on peut se questionner comme parents quand on sent qu'on voudrait vraiment pas qu'il lâche sur pourquoi? Ah oui, bien c'est sûr, hein, tu sais, de se demander si j'y tiens tant que ça, est-ce que je réponds à mon besoin à moi ou si je réponds vraiment aux besoins de mon enfant? Justement, j'avais une cliente dernièrement qui, elle voulait absolument que son enfant fasse des cours de ski. Absolument. Parce que son chum, lui, il n'a pas fait de cours de ski, puis elle trouve ça poche de ne pas pouvoir faire du ski avec son chum. Fait qu'elle s'est dit, moi, je veux pas que mon enfant soit, tu sais, handicapé, là, qu'il puisse pas faire plein... Tu sais, je veux qu'il soit capable de faire plein d'affaires dans la vie. Elle partait du principe, je veux ajouter plein de cordes à son arc, puis je veux, tu sais, qu'il ouvrir plein de portes. Mais ça partait de son besoin à elle. Oui. Puis au fil de la discussion, elle s'en est bien rendue compte. C'est pas moi qui ai dit, non, ça, c'est ton besoin. Mais tu sais, on a juste jasé. Je me suis placée en position de curiosité à explorer pourquoi c'était donc bien important pour elle que sa fille fasse des cours de ski, alors qu'elle disait qu'elle aimait pas ça, qu'elle voulait pas y aller. Elle pleurait tout le long du cours. Toutes les signes étaient là que ça allait pas bien, là.
Puis finalement, ben c'est ça, elle a fini par se dire « Hey, tabarnouche, ben oui, t'as raison. En ce moment, c'est pas ça qu'elle a besoin. » Puis c'est effectivement bien plus à mon besoin que je réponds qu'au sien. Puis elle a encore beaucoup de temps devant elle pour développer des habiletés, puis se découvrir, puis s'investir dans des activités. Elle a bien du temps devant elle. Là, en ce moment, ce qu'elle avait besoin, cette cocotte-là, c'était de passer ses samedis matins avec sa maman. Ouais. C'est tout. Mais est-ce que finalement, c'est pas nécessaire au développement des enfants de prendre des cours, d'aller au petit gym dès 15 mois? Tellement de important faire ce que tu dis là. des activités de groupe surtout, Exact. tous les sports Oui. de groupe. Oui. Des fois, là, les parents, on se met beaucoup de pression, Ouais. justement, d'offrir ces opportunités-là à nos enfants en ayant l'impression que si on le fait pas, on les prive de quelque chose d'important, puis qu'on va leur nuire. Mais alors, non. Le développement, c'est quelque chose qui est inévitable. On n'a pas besoin de rien faire. Nos enfants vont se développer. Il faut juste qu'on leur donne les conditions favorables. Puis, ce que nos enfants ont besoin, là, vraiment besoin, c'est de sécurité affective, de connexion, de sentir cette disponibilité-là du parent. Puis ça, c'est démontré. OK, il y a plein d'études qui appuient ce que j'avance là. L'enfant se développe plus à travers le jeu libre, le jeu non structuré, le jeu véritable, qu'à travers des activités structurées. Fait que des fois, on a l'impression que, je le stimule pas assez, là, mon enfant fait juste jouer dehors, jouer dans la boîte, il n'y a pas assez de jouets, là, il fait juste jouer avec des roches puis des bâtons, pauvre petit, il manque de quoi. Mais non, cet enfant-là, il se développe encore plus que l'enfant qui va avoir plein d'activités structurées par l'adulte. Bien, même chose pour la motricité. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus. Ouais. Ça aussi, c'est des nouvelles approches des dernières décennies de motricité libre. Et non de motricité structurée. Ouais. Et je dois t'apprendre à bouger. Non, je te donne des contextes qui vont te permettre de développer les possibilités de ton corps. Encore le parallèle que tu avances. On n'apprend pas un enfant à marcher, on soutient son développement en lui donnant les conditions favorables pour qu'il développe ses habiletés pour l'amener à marcher. Bien, c'est la même chose pour la persévérance. On n'apprend pas la persévérance à notre enfant. On lui donne les conditions favorables pour qu'il vive des succès dans des activités dans lesquelles il s'accomplit, puis pour lesquelles il va déployer un effort. Bien oui, mais on va être là pour l'accompagner dans cet effort-là, pour l'aider à persévérer puis à l'amener à terme. Mais tu sais, c'est ça. Je reviens toujours à ça, là, qu'on est dans une société qui force beaucoup l'autonomie puis l'indépendance. On s'attend à ce que nos bébés dorment à 3 mois, qu'ils soient propres à 2 ans, qu'ils écrivent leur nom à 4 ans. Puis là, s'ils le font, on se donne des petites tapes sur l'épaule puis on se trouve bien hot. Là. Mais c'est pas ça. Là. Notre compétence de parents se mesure pas à la quantité d'affaires que nos enfants font. Notre compétence se mesure à comment on va l'accompagner à travers tout ça. On voit que tu es vraiment passionnée de cette notion-là. Mais je suis bien d'accord. Et pour en revenir au sport, c'est sûr que le développement sensorimoteur de l'enfant, il se développe librement. Lorsqu'il s'agit des sports puis les activités avec équipement, il y a un certain apprentissage qui doit être fait. Mais cet apprentissage-là n'est pas obligé d'être fait dans un cours. Donc, mon enfant peut commencer à botter un ballon de soccer dans la cour, utiliser une raquette, aller faire du ski en famille, etc. Et si ça vient de l'enfant, le désir d'aller chercher des habiletés plus poussées ou de faire en groupe ou de faire, pour les enfants un petit peu plus vieux, de la compétition, là, à ce moment-là, on peut considérer les inscrire dans des cours. Exact. Mais tu sais, idéalement, il faut que l'intérêt soit déjà présent pour que la motivation intrinsèque soit au rendez-vous. Oui. Ouais, pour qu'il ait envie de devenir meilleur puis de développer des habiletés et donc de déployer les efforts nécessaires pour y arriver. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est une question dangereuse à poser à Sarah Hamel que tu aimerais partager sur ce sujet-là. Bien, pas qui me vient en tête, là. Qui n'est pas ressorti. Moi, c'est l'aspect relationnel, puis, tu sais, de considérer l'alarme, l'état du cerveau. C'était ça qui était vraiment là, mon gros point super méga important parce que c'est ça qui va déterminer si on fait faire de l'évitement ou pas. C'est ça là, que je trouvais qu'il était important de nuancer par rapport à cette croyance-là au niveau de l'évitement. Mais j'ai passé mon message, je pense. Bien, merci d'avoir partagé ta vision développementale et relationnelle. Tu nous as donné beaucoup de pistes de réflexion.
quant à la façon de réagir dans ces situations-là. C'est dommage, mes enfants sont ados, presque adultes. Je n'aurais pas l'opportunité d'exercer ça. Ça me donnerait le goût de refaire certains scénarios avec mes enfants plus jeunes, mais c'est comme ça. Tu vas pouvoir pour plein d'autres affaires, avec leur première job, avec plein d'autres affaires, tu vas pouvoir faire ça. Mais oui, ça n'a pas d'âge, ça. Donc, si tu nous écoutais puis que tu es tombé sous le charme de Sarah et de son approche et que tu aimerais la suivre de plus près sur ses réseaux sociaux notamment, je vais vous placer dans les notes sous l'épisode tous les liens pour la retrouver. Et si tu as le goût de la réentendre très bientôt sur le sujet de l'entrée en maternelle avec moi-même et Cosette Gerget, nutritionniste, ainsi que Marie-Ève Pajot, orthophoniste. On a le webinaire des 4 pros vers la maternelle. Qui veux-tu présenter la suite? Ah, je suis encore là. Okay. Oui! Je pensais que c'était la conclusion post-prod. OK. Ben oui, c'est ça. Nous autres, les 4 pros, on s'est unis pour promouvoir les meilleures stratégies pour favoriser l'adaptation d'un enfant à l'approche de cette grande date-là qui arrive, là, cette grande étape qui est l'entrée à la maternelle. Donc, les émotions, le langage, la motricité, les amis, la boîte à lunch. Et c'est ça, les outils, sac à dos, tout ce qui vient avec l'entrée à la maternelle pour septembre. C'est l'offre la plus complète qui soit, je pense. Par rapport à ça, là, il y a beaucoup il y en a beaucoup d'affaires pour la maternelle, mais celle-là, là, c'est clairement l'offre la plus complète qui soit parce qu'on regarde ça sous tous les angles possibles. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Merci encore. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!